On a donc notre matière qui est maintenant de différentes natures. On va s'intéresser plus précisément maintenant à deux choses. En gros, tout ce qu'on vient de voir, corps pur simple, corps pur composé, mélange homogène, on ne parle plus à partir de ce stade-là, ou plus directement, on y reviendra peut-être à un moment ou à un autre, des mélanges hétérogènes. D'accord? Ceux-là, on les met de côté. Ces systèmes peuvent être dans différents états. Et avant même de commencer mon cours, j'aimerais bien que vous me disiez, vous, et là tout le monde peut répondre, hein, y compris les possesseurs juste de SMS, d'accord, vous avez juste un chiffre à renvoyer, d'accord, vous rentrez un chiffre. Pour vous, combien y a-t-il d'états de la matière? Un exemple, l'état solide, d'accord? C'est des choses que vous avez déjà vues, hein. Vous avez vu ça au lycée, l'an dernier ou l'année d'avant, d'accord? Vous avez vu ça précédemment également. Combien pensez-vous qu'il y a? Si vous avez un doute, le 0 qui est derrière, vous mettez 0 si vous avez un gros doute, c'est-à-dire que vous ne savez pas très bien quel chiffre répondre. Vous savez que ce n'est pas 0, hein, parce que vous connaissez au moins l'état solide, on est d'accord? Vous savez que ce n'est pas 0. Si vous répondez 0, c'est que vous avez un gros doute, vous ne savez pas très bien ce qu'il faut répondre à une question pareille. Si par contre vous savez précisément ce que vous avez envie de répondre, 1, 2, 3, 10, 12, d'accord, vous renvoyez tout simplement le nombre en question. Je vous avais dit que ça irait plus vite pour la question suivante, d'accord? Exactement le cas. Forcément, maintenant, vous avez trouvé vos marques. Vous savez comment on fait. Ça monte encore régulièrement. J'ai laissé à tout le monde le temps de s'exprimer. On garde un petit peu de souplesse par rapport à ceux qui n'avaient pas pu répondre à la première question. Parce que je ne doute pas cette fois-ci hein, qu'il n'y a pas de trop grosses réflexions sur la réponse. Allez, ça s'est calmé là. Donc, la réponse c'est, eh ben, j'en sais rien. Parce qu'il n'y a pas de consensus sur ce qu'est réellement un état de la matière. On sait définir à peu près, mettre des règles, d'accord, pour dire un état, ça doit être comme ci, comme ça. Et chaque fois qu'on pose une règle, on trouve un cas où ça ne colle pas. Ça ne rentre plus dans les cases qu'on venait d'établir. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne rentre pas dans les cases? On met une nouvelle règle. Et chaque fois qu'on rajoute une règle, c'est la même chose. On finit par trouver un cas où on a un cas qu'on avait déjà qui ne rentre plus dans les cases. Je vais vous prendre un autre exemple pour vous expliquer ce qui se passe là. Est-ce que vous savez définir ce qu'est un continent? C'est simple, un continent, vous savez tous ce que c'est. Essayez de trouver une définition satisfaisante de ce qu'est un continent. Ben, vous allez essayer. Vous allez dire c'est un morceau de terre cohérent, d'accord? C'est une entité politique cohérente. Vous allez trouver des tas de définitions et à chaque fois, et il n'y en a pas tant que ça des continents sur Terre, vous allez trouver un exemple qui ne colle pas avec le reste. D'accord? Et c'est dommage. Eh bien, c'est la même chose au niveau de la matière. Alors, évidemment, ces trois états-là, on peut imaginer, ben oui, c'est les états de la matière, c'est ceux qu'on rencontre tout le temps. D'accord? Oui, c'est ceux qu'on rencontre tout le temps à la surface de notre planète. D'accord? Mais d'abord, si on parle simplement de l'état solide, entre un solide cristallin et un solide amorphe, et ce qui se trouve entre, on a des propriétés qui sont radicalement différentes. Tous ces sous-états de l'état solide ont des propriétés qui sont tellement différentes les unes des autres qu'il n'est pas incohérent pour certains scientifiques de dire « Non, non, mais un cristal,
c'est un état solide à part de l'état amorphe. Les propriétés sont trop différentes. D'accord? Entre un cristal de quartz, qui est juste de la silice, et un bête blob de verre, un verre à boire, un verre de bouteille, etc., qui est à l'état amorphe et qui est très exactement la même chose, juste de la silice, les propriétés sont tellement distinctes qu'on ne peut pas dire que c'est la même chose, que c'est le même état. D'accord? Alors, est-ce qu'on doit les mettre dedans en se limitant simplement à... Non, un solide, c'est juste un truc qui a un volume et une forme propre. Voilà, point. Et puis on les met dedans, ou aller un cran plus loin en disant, non, mais attends, il y a quand même quelques petits trucs qui changent à l'intérieur, d'accord? Ça peut facilement se déformer dans tous les sens, ou ça ne peut pas, ou ça conduit l'électricité, ou ça ne la conduit pas, etc., etc. Donc déjà là, voilà, on a déjà un petit problème à ce niveau-là. Ensuite, si on parle simplement des états principaux de la matière, dans le cadre des liquides, d'accord, il n'y a qu'un composé au monde qui prend cette forme-là. Mais on a un composé qui est dit super ou suprafluide. C'est l'hélium. D'accord? L'hélium liquide en dessous de 4 degrés Kelvin a des propriétés, certes des liquides, mais des propriétés supplémentaires qui sont juste complètement démentielles. Il remonte sur les bords du récipient. Il passe à travers la moindre fractuosité que quand il est à plus de 4 degrés, il ne peut pas passer à travers. Mais quand il est en dessous de 4 degrés, il peut passer à travers n'importe quel micro-trou qui existe dans le récipient. Donc il n'y a pas de récipient qui peut le contenir, quoi, en fin de compte. Ça passe à travers tout, il y a toujours des petites infractuosités. D'accord? Si on le fait tourner dans son récipient, il peut tourner indéfiniment et sans frottement dans le récipient. Vous imaginez votre tasse de café, vous mettez le sucre dedans, vous tournez un coup, et 5 heures après, le café tourne encore. C'est quand même un peu particulier, d'accord? Est-ce que c'est encore le même état que l'état liquide simple? On peut imaginer que c'est quelque chose de différent. Et puis, entre l'état liquide et l'état gazeux, il existe un état qui est reconnu comme tel, et là, personne n'en doute, tout le monde est d'accord. Il y a une unanimité sur le fait que ça, c'est bien un état indépendant des trois premiers et pas un sous-état, qui s'appelle l'état ou les phases, les fluides supercritiques. D'accord? Entre les deux, oui, ça veut dire que, très exactement, ce que l'on a là, c'est ni un liquide, ni un gaz. Un peu des deux, mais aucun des deux. Juste pour vous montrer, là, vous avez pour l'instant du CO2 liquide qui est dans un petit espace de confinement, et on chauffe. Vous avez vu ce qui est en train de se passer? Ce n'est pas en train de devenir un gaz, hein. Vous avez vu, ça ne bout pas, ce n'est pas en train de s'évaporer. C'est juste que d'un seul coup, il n'y a plus de distinction entre la phase gazeuse qui était au-dessus et la phase liquide qui était en dessous. On a obtenu ici un fluide supercritique. Ce n'est pas un gaz, ce n'est pas un liquide, d'accord? C'est visqueux comme un gaz, mais c'est quasiment incompressible comme un liquide, d'accord? C'est un peu des deux. Et si on refroidit, ben vous voyez que d'un seul coup, ça se recondense, ça forme une espèce de nuage et ça reforme le liquide qui est en train de se régénérer en dessous, d'accord? Où là, on récupère à nouveau, effectivement, un gaz et un liquide. Mais ce qu'on a obtenu entre-temps, c'était ni l'un ni l'autre. Ça sert à quelque chose, cet état-là? Oui. Chaque fois que vous avez bu un café décaféiné, eh ben, votre café était passé dans l'étape de décafénéisation, enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire, et la caféine a été extraite justement par du dioxyde de carbone supercritique. Pourquoi? Ben d'abord parce que c'est un excellent solvant, c'est liquide, c'est facile à faire passer sur une poudre, puis quand on a récupéré ensuite sous forme liquide ou quasi liquide, hein, c'est supercritique. Donc on a récupéré ça de l'autre côté de la poudre. On a donc notre fluide supercritique qui contient la caféine. On baisse la pression, tout le CO2 s'évapore sous forme de gaz et on récupère de la caféine pure qu'on pourra mettre dans le guronzan, par exemple. Ok? C'est pas vrai, hein, il est de synthèse, mais en l'occurrence c'est le cas. Et on récupère du café qui a été décaféiné sans goût résiduel. Évidemment, ça n'a pas de goût, le CO2, d'accord?
sans solvant qui peut rester dans le café. Oui, il s'est totalement évaporé, sans résidu. Avant de le faire avec du dioxyde de carbone supercritique, on le faisait avec de l'acide acétique. Ça laissait un goût. D'accord? Ça laissait clairement un goût. C'était pas bon, vraiment pas bon. Pas que ce soit meilleur forcément maintenant, ça c'est vous qui choisissez. Mais ça ne peut laisser aucun goût au café. Et puis c'est pas tout, parce que tous les états que vous avez là, ce sont des états qui sont tous minoritaires par rapport à l'état principal dans lequel se trouve la matière dans l'univers. Ça, les trois premiers, les sous-états du solide, et en forçant un peu dans les laboratoires les superfluides et les fluides supercritiques, on peut le trouver sur notre planète. Mais ce qu'on trouve le plus comme état dans l'univers, c'est le plasma. Qu'est-ce que c'est? C'est fondamentalement un gaz surchauffé, tellement chauffé que les atomes, on ne parle plus de molécules dans un plasma, hein. Il n'y en a pas, elles sont détruites. Dans un plasma, on n'a que des atomes. Les atomes sont tellement agités, ils ont une telle énergie cinétique, ils bougent tellement vite que quand ils se percutent, ils s'arrachent des électrons. Et comme ils se percutent en permanence, parce que ça va vraiment très vite, parce qu'il fait vraiment très chaud, et bien ces électrons n'arrivent pas à retourner sur les atomes correspondants, et donc on a en fin de compte, dans un plasma, des ions positifs qui baignent dans une espèce de mer d'électrons qui se déplacent quasiment indépendamment. Donc un plasma, c'est neutre électriquement, mais c'est constitué d'ions positifs et d'électrons qui n'arrivent pas à se rejoindre les uns les autres. Si on baisse la température, rapidement les électrons retournent sur les atomes et on obtient un gaz normal. Alors pourquoi je dis que c'est le principal? C'est parce que la quasi-totalité, une bonne partie des nuages de gaz que l'on trouve dans l'univers, hydrogène, hélium, et bien entendu toute la partie extérieure des étoiles, la partie la plus extérieure, c'est constitué de plasma. Et comme ça représente quasiment la totalité de la matière normale de l'univers, évidemment, la plus grosse partie de la matière de l'univers est sous forme de plasma. J'ai bien dit la partie extérieure parce que la partie intérieure des étoiles, ce n'est pas encore très bien défini ce que c'est, dans quelle classe on doit la ranger. Certaines parties sont probablement de forme plasmatique, mais pas tout. L'intérieur est probablement de nature plutôt métallique, donc solide. D'accord? Mais c'est en débat encore. Puis bon, bien entendu, au-delà de ces trucs-là, qui maintenant vous semblent une évidence, on a tout ce qui s'appelle les états exotiques, des trucs bizarres, où il faut aller à des pressions tellement hautes ou à des températures tellement basses pour qu'on obtienne des comportements qui sont complètement hors de ce que l'on voit à notre échelle. Tout le reste, on peut le voir à notre échelle. Un condensat de Bose-Einstein, il faut aller à quelques millionièmes de degrés Kelvin, au-dessus du zéro absolu, pour pouvoir l'observer. Donc évidemment, on n'observe pas ça à grande échelle, à notre échelle à nous. Mais c'est de la matière qui existe. Et on a des comportements là qui sont décrits par la mécanique quantique. Et j'en ai mis un, mais il y en a au moins une bonne dizaine d'autres qui traînent là-dedans. Et qui sont radicalement différents des autres états qui sont définis ici. D'accord? Et le débat est, est-ce que ce sont des sous-états de l'état solide ou pas? Ou est-ce que c'est tellement différent qu'on ne peut pas les classer dedans? Donc vous voyez que déjà avec ce qu'on a là, des grands états accessibles dans l'univers qui nous est connu physiquement, tel qu'on peut le ressentir, il y en a déjà au moins 5. Certains peuvent se redécomposer, mais il y en a déjà au moins 5 à l'échelle à laquelle on se trouve. Et le débat est, et il n'est pas résolu chez les scientifiques, est-ce que les autres sous-états ou les autres états exotiques sont des vrais états de la matière ou simplement des trucs un peu particuliers dont on devrait laisser l'exclusivité aux gens qui s'en occupent. OK? Petite précision, les plasmas que vous avez ici, ce n'est pas un état qu'on trouve facilement sur Terre, mais on le trouve quand même relativement régulièrement. Une flamme, c'est un plasma. Ce qui se trouve dans les néons,
là-dedans, à l'intérieur des néons, c'est un plasma. Un éclair, c'est un plasma. D'accord? Donc dès l'instant où on a un gaz surchauffé, au-delà de plusieurs milliers de degrés en général, on obtient un plasma. D'accord? Donc, je dis plusieurs milliers de degrés, je ne suis pas plus précis que ça parce que ça dépend de la nature du gaz. Il y a des gaz qui s'ionisent très facilement et il y en a d'autres qui mettent beaucoup plus de temps pour s'ioniser. Vous avez déjà tous vu les lampes oranges qu'on utilise dans l'éclairage public. D'accord? Ces lampes oranges à décharge, la lumière orange, c'est parce qu'autour de la lampe, du filament qui se trouve à l'intérieur, de ce qui se trouve dedans, on a du gaz sodium qui est porté à tellement haute température que juste autour du filament, la chose qui fait de la chaleur, le sodium se transforme en plasma et émet, parce qu'il est très chaud, émet la lumière orange. Une partie du sodium se transforme en plasma, pas tout. C'est bon? OK. On va quand même se concentrer sur les trois principaux. Pourquoi? Mais parce que vous avez bien conscience que même les deux autres principaux, supercritique et plasma, on ne les rencontre quand même pas tous les jours. D'accord? Ce sont effectivement des états que l'on ne rencontre pas tous les jours. Alors, qu'est-ce qui définit à proprement un solide en très peu de termes et qui suffit quasiment à dire c'est un solide, sans préciser plus? Un solide, c'est un état de la matière dans lequel la matière est très peu compressible. On peut changer très légèrement son volume, mais de quelques pourcents à peine, pas plus, d'accord? Donc très peu compressible, et qui possède une forme propre. C'est-à-dire que si on relâche totalement toute forme de pression, d'accord, de contrainte sur cette matière, elle va garder la même forme. Oui, c'est ce que vous savez être un solide. D'accord? Je n'ai rien inventé, je l'ai juste dit. Passer d'un solide à un liquide, c'est ce qu'on appelle une fusion. Pas une liquéfaction, on le verra ensuite. Donc c'est une fusion. D'accord? Et un liquide, eh ben, ça a un volume propre, c'est très peu compressible à nouveau. D'accord? Donc encore une fois, de l'ordre de quelques pourcents maximum. Par contre, ça n'a pas de forme propre. On enlève toutes les contraintes que cette matière a et elle change de forme. Elle va couler, par exemple, si on est ici sur Terre. Ou alors, si on est dans l'espace, elle va prendre une forme sphérique, parce que c'est celle qui réduit toutes les interactions qui se trouvent entre les molécules. D'accord? Vous avez peut-être déjà vu ça sur les images des sondes spatiales, etc. Les sondes de la Station spatiale internationale. Quand on met un liquide en apesanteur, c'est qu'on lui enlève les contraintes essentiellement extérieures, ça devient une boule. Okay? Et dans le vide, ce serait la même chose, mais il se passe d'autres phénomènes, on en reparle tout à l'heure. Si on fait l'opération inverse, c'est-à-dire cette fois-ci passer du liquide au solide, donc c'est une solidification, pas de problème. Donc, juste, j'ai oublié de le dire, on ne fait pas fondre un sucre dans du café. D'accord? On fait fondre une glace, oui. Un glaçon, oui. Une pièce de métal pour la transformer en une autre chose. Un bout de plastique. Ça, c'est une fusion. Le sucre, il se dissout dans le liquide. Ce n'est pas la même chose. On a une imprécision de vocabulaire ici qu'il serait bien de résorber, en tout cas pour vous dans le cadre de vos études. OK ? Passer du liquide au gaz, ça s'appelle une vaporisation, parce qu'un gaz qui vient d'un liquide, c'est une vapeur, c'est ce qu'on appelle communément une vapeur. Le gaz étant essentiellement caractérisé par le fait qu'il est très compressible, lui, très compressible. Hein. Là, c'est des coefficients plutôt de l'ordre de 10, 20, 100. D'accord ? On n'est pas sur des pourcents, on est réellement sur des modifications considérables du volume correspondant. Sans limite vers le haut, on peut infiniment, a priori, détendre un gaz. A priori, parce qu'à partir d'un certain niveau, on rencontre des phénomènes quantiques, encore une fois, qui vont venir mettre le bazar. D'accord ? Pas de forme propre, oui, forcément, si on n'a déjà pas de volume propre, évidemment, on n'a forcément pas de forme propre, et ça, c'est une évidence. Là, l'opération inverse,
c'est justement ce qu'on appelle une liquéfaction. C'est pour ça qu'il ne faut pas appeler le passage de l'état liquide à l'état solide une liquéfaction. C'est ça la liquéfaction. Donc, du gaz vers le liquide. On peut passer également, mais ça vous le savez déjà, de l'état solide à l'état gazeux, c'est ce qu'on appelle une sublimation. Ben voilà, on passe directement de l'un à l'autre. Hein. L'opération inverse, alors là, ça va dépendre des ouvrages éventuellement et des personnes qui vous en parlent. On trouvera régulièrement sublimation inverse, ce qui n'est pas beau, surtout qu'en plus, il y a un terme approprié pour dire ça, c'est condensation. Il se trouve simplement que, hors du champ spécifique de la chimie physique, ce qu'on est en train de faire, condensation, ça peut aussi vouloir dire liquéfaction. Mais là, on est bien clair, gaz liquide, liquéfaction, gaz solide, condensation. C'est les termes que l'on doit utiliser, c'est les termes qu'on utilisera. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Pourquoi on passe de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui se passe à un niveau plus détaillé? Eh bien déjà, vous savez quel est l'un des moteurs de cette transformation, de passage d'un état à un autre, de changement d'état. C'est comme ça qu'on appelle ça. Vous savez que quand on chauffe un solide, à un moment ou à un autre, il va devenir liquide. S'il ne s'est pas décomposé entre-temps, hein, d'accord ? Vous pouvez chauffer du sucre aussi longtemps que vous le voulez, vous obtiendrez toujours du caramel puis du charbon, vous n'obtiendrez jamais du sucre liquide. La molécule est trop fragile quand on la chauffe, elle a tendance à se détruire avant de passer à l'état liquide. Donc si ça ne se produit pas, quand on a un solide, on le chauffe, on obtient un liquide. Une molécule qui est fragile thermiquement, c'est-à-dire qui se décompose, on dit qu'elle est thermolabile. Donc si la molécule n'est pas thermolabile, elle ne se détruit pas à la chaleur, on passera à l'état liquide. Mais pourquoi est-ce qu'au départ, elle était solide? Et qu'est-ce qui se passe quand on est à une certaine température? L'énergie thermique, c'est, avant toute chose, localement, une agitation désordonnée, donc de l'énergie cinétique, pour chacune des particules. Quand je dis particules, hein, c'est atomes ou molécules indifféremment. Voilà ce que ça veut dire. Mais je vais prendre particules, comme ça, je ne suis pas obligé de dire atomes et molécules à chaque fois. Okay? Donc les molécules sont agitées. Mais sauf qu'en plus de cette agitation thermique, on a aussi des liaisons intermoléculaires entre ces particules, que vous allez voir avec Yves Guillaume et qu'on appelle des liaisons de Van der Waals, d'une manière générique. D'accord ? Ces liaisons-là, quand on est à basse température, elles ont plus d'énergie que ce qui est contenu dans l'agitation thermique. En gros, je peux bouger un peu, je peux m'agiter dans tous les sens, mais je suis tellement lié à mes voisins que je ne peux pas quitter la place qui m'est attribuée. Mes deux voisins, c'est mes deux voisins. En gros, là, dans l'espace dans lequel vous êtes, vous vous rendez bien compte que vous êtes tous en train un peu de vous agiter, vous êtes tous en train de bouger, d'accord, en permanence. Mais vous restez à votre place. Donc vous avez tous un peu d'agitation, mais qui est suffisamment faible pour que vous restiez à peu près à la même place. En moyenne, mais si on mettait un petit point lumineux sur le sommet de votre crâne, on s'apercevrait qu'il est tout le temps en train de bouger. Mais autour de sa position moyenne qui est figée. C'est exactement ce qui se passe ici. Pourquoi ? Parce que l'énergie de mouvement que vous mettez en œuvre, d'agitation, elle est très inférieure à l'énergie qui vous bloque en quelque sorte entre vos voisins. Okay ? Il n'y en a pas un seul d'entre vous qui va mettre des grands coups de coude à son voisin pour gagner un peu de place. Enfin, j'espère que ce n'est pas ce qui se produit, en tout cas. Maintenant, si, en chauffant, on fournit suffisamment d'énergie à cette matière, et par suffisamment, ça dépend de la nature de cette matière, d'accord ? Ce n'est pas la même quantité si on a de l'eau ou si on a ici du dioxyde de carbone. Donc on fournit suffisamment d'énergie à notre matière, on va atteindre à un moment
un niveau d'énergie thermique, d'agitation, qui va être très voisin de l'énergie de liaison intermoléculaire. Ça veut dire qu'on est toujours très attaché au voisin, d'accord? On ne peut pas faire ce qu'on veut, mais qu'on bouge tellement qu'on est en train de se déplacer. Ça, en comparaison avec l'état actuel de la salle, c'est si on remplace l'amphi par une piste de danse. D'accord? Sur une piste, tout le monde est très agité, se déplace un petit peu, mais finalement, tout le monde reste exactement sur la piste de danse. Ça peut arriver qu'il y en ait un qui se fasse expulser, hein, d'accord? Mais c'est quand même relativement rare. Donc on a une cohésion qui reste vraie, parce que les forces de Van der Waals continuent à maintenir la matière ensemble, mais suffisamment d'agitation pour que les atomes, les molécules, ne restent pas à leur place. Un volume qui reste à peu près constant, mais une forme qui, de fait, puisque les atomes ne restent plus à leur place, peut changer. OK? Est-ce que c'est à peu près clair? Ouais? Et si on fournit encore plus d'énergie? Et vous voyez qu'ici, pour les deux exemples que j'ai pris, on n'est plus dans la même échelle d'énergie, d'accord? C'est considérablement plus que ce qu'on avait pour passer de l'état solide à l'état liquide. Si on fournit encore plus d'énergie, cette fois-ci, ce qu'on va avoir, évidemment, c'est une énergie thermique d'agitation, c'est de l'énergie cinétique, hein, des molécules et des atomes, qui va être très largement supérieure aux énergies de cohésion, à l'énergie des forces de Van der Waals. Et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Si cette fois-ci, c'est tellement fort que ça casse ces liaisons, c'est plus que ces liaisons, les liaisons n'ont plus d'importance, les atomes et les molécules prennent leur liberté, c'est ce qui va se passer dans une cinquantaine de minutes quand le cours sera terminé, enfin, ou à la fin à midi, quand vous allez tous vous séparer, d'accord? Sans cohésion, ou des cohésions qui sont minimes entre vous. Vous allez sortir et vous disperser dans tout l'espace qui sera à votre disposition. C'est bon? Mais là, mon gaz, qui occupe de plus en plus de volume, qu'est-ce qui m'empêche de l'empêcher de s'éteindre? Oui, d'accord, il y a beaucoup d'énergie, mais fondamentalement, si j'appuie dessus, je peux bien obliger mon gaz à se rapprocher, 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 et devenir de plus en plus près. Oui. À la tendance solide, liquide, gaz, donc dispersive en fin de compte, de la chaleur, on a une tendance qui s'oppose, qui est la pression. Contraindre la matière à rester cohérente. D'accord ? Si on contraint suffisamment un gaz en le mettant sous une très forte pression, on va obliger évidemment nos atomes et nos molécules à rester les unes à côté des autres, et donc à former un liquide, évidemment. Et puis si on presse encore plus fort, elles seront tellement serrées les unes contre les autres qu'elles seront bien contraintes de se solidifier. On a donc deux tendances opposées. La chaleur, l'agitation thermique d'un côté, et la pression de l'autre, qui font passer d'un état